Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir sur scène Richard Attias, président fondateur, Richard Attias & Associates, producteur exécutif du Forum économique de la francophonie, Maroc. Bonjour, merci Madame le Ministre. Bonjour et bienvenue à nos amis étudiants également. Je crois que ces sujets qui vont être abordés ce matin concernent beaucoup aussi la jeunesse, votre avenir, la façon dont vous allez pouvoir circuler dans cet espace francophone, la façon dont vous allez pouvoir travailler, trouver des emplois dans cet espace francophone. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir pour cette première partie de la matinée le président Mansour Kama, qui est le président de la Confédération nationale des entreprises du Sénégal, et Émile Pérez, directeur de la coopération internationale du ministère de l'Intérieur, président de Francopole. Il vous dira lui-même ce qu'est Francopole venant de France. Messieurs, bonjour. Et je vous invite à ce que ce débat, puisqu'on a la chance d'être en petit comité, soit le plus ouvert, le plus direct et le plus dynamique possible. On va faire cette partie de 30 minutes en deux temps, 15 minutes de discussion avec mes invités et 15 minutes avec des questions-réponses de la salle. Donc je vais demander à nos charmantes hôtesses d'avoir les micros prêts pour qu'à tout moment on puisse interagir avec nos intervenants. Monsieur le Président, avant de commencer ce débat, vous venez d'entendre Madame la Ministre qui a conclu en faisant un hommage au secteur privé, en tout cas en rappelant combien le secteur privé était fondamental dans la croissance économique et que ce partenariat était clé. Comment vous réagissez à ça? Est-ce que, pardon d'être un peu provocateur, c'est quelque chose de démagogique ou bien c'est réel, c'est tangible? Non, c'est quelque chose de tangible dans la mesure où les États, et notamment nos États en Afrique, ont compris que la mondialisation ouvrait des horizons très très importants à ce partenariat entre le secteur privé et le secteur public, et bien sûr, ce qu'on appelle le secteur privé international. Il y a à considérer qu'un pays comme le Sénégal a fait droit à cette démarche et à travers la concertation, à travers un dialogue permanent, nous avons participé à toutes les réformes qui ont été conduites au Sénégal et qui ont permis de bâtir un environnement des affaires qui peut faire la fierté, j'allais dire, des Sénégalais et des Africains. On en a beaucoup parlé hier, même s'il reste encore du chemin à faire. Il faut aussi dire objectivement que l'état d'esprit est à cela, même s'il faut, j'ai l'habitude de provoquer nos amis fonctionnaires et de leur dire il faut vous adapter plus rapidement en ce qui concerne la place du secteur privé. Et bien sûr, nous aurons l'occasion aussi de mettre en exergue au cours de ce débat ce qu'on entend par secteur privé et la place du secteur privé national dans cette démarche. Alors, notre thème, c'est « Laissez-les circuler ». Ça veut tout dire. On peut imaginer beaucoup de choses. Et dès qu'on parle de liberté de circulation, on n'imagine pas nécessairement les sujets qu'on évoquera, le cadre juridique, les réalités de réforme qu'il faut faire. Il y a toujours ce cliché des visas. Laissez-les circuler, on a l'impression qu'il y a une interdiction quand on dit laissez-les circuler. Émile Pérez, avant de nous présenter Francopole, de nous dire un peu vos activités, est-ce que c'est une utopie d'imaginer qu'il y ait un jour un visa francophone qui permette la totale circulation au moins des personnes? Bonjour, non, ce n'est pas une utopie, puis si c'est une utopie, il faudra faire en sorte qu'elle devienne une réalité. Il est évident que si nous avons la capacité, au niveau des législateurs, au niveau de ceux qui font les règlements, de créer un corpus unique au niveau juridique, nous aurons cette capacité de circulation. La bonne nouvelle pour vous tous ici, c'est que les policiers ne font pas les lois, ne font pas les règlements. La mauvaise nouvelle, c'est peut-être qu'ils les appliquent. Et il s'agira de trouver à l'avenir un équilibre nouveau en matière de circulation des personnes et de circulation des produits. Je vous remercie d'avoir pris le risque
d'inviter un policier dans le cadre d'un forum économique. Pourquoi un risque? C'est un risque parce que culturellement, la relation qui s'établit entre un policier et un chef d'entreprise se situe souvent dans le cadre très étroit de la garde à vue. Monsieur le Président, rassurez-vous, on est là. Donc il faut, et je rejoins ce que je disait le Président tout à l'heure, il faut arriver à rompre avec ces freins culturels. Il faut changer les choses et faire en sorte, puisque nous sommes en charge de protéger les intérêts de nos ressortissants, de nos concitoyens, il faut faire en sorte que nous puissions travailler ensemble. Et il y a de multiples bonnes nouvelles en matière de complémentarité possible et il y a de multiples bonnes nouvelles en matière de circulation. Effectivement, en tant que policier, je vais être plutôt appelé à recommander à mes partenaires en Afrique ou ailleurs à renforcer la maîtrise de leurs frontières, à faire en sorte qu'ils puissent contrôler ceux qui veulent entrer sur leur territoire, parce qu'il n'y a pas que des chefs d'entreprise honorables qui vont le faire, mais il y a également des criminels et il y a également des produits illicites. Alors on parle souvent de la drogue, mais il peut s'agir également d'autres produits. Fausses pièces détachées, du lait frelaté, des faux médicaments. Faux médicaments et autres. Donc, et les trafics mondiaux sont particulièrement prégnants sur toute la zone de la francophonie. Donc, à nous d'être prêts. On parle beaucoup de globalisation, on parle beaucoup de mondialisation. Moi, je parlerais plutôt de glocalisation. Les menaces auxquelles nous sommes confrontés sont globales, mais elles arrivent toujours quelque part. Mais donc, comment trouver le bon équilibre? Laissons les micros ouverts en permanence parce que je crains que ce débat soit animé. Et puis avant que vous réagissiez, Monsieur le Président, j'ai le plaisir de savoir que Monsieur le conseiller spécial du président de la Banque africaine de développement, Monsieur Youssouf Ouedraogo, est finalement arrivé parmi nous puisqu'il y avait du trafic. On me dit qu'il est dans la salle et qui était censé être un de nos intervenants. En tout cas, il peut venir à tout moment quand il arrive. Monsieur le conseiller spécial, et si on peut installer son nom, on essaye de la voir s'il peut nous rejoindre. En tout cas, on m'a informé. Ah, monsieur le conseiller, rejoignez-nous, vous faisiez partie de ce débat. Ou en tout cas, si vous voulez réagir de votre salle, mais on serait ravis de vous avoir avec nous. S'il vous plaît, venez, monsieur le conseiller. On veut savoir comment la Banque africaine de développement réagit à tout cela, monsieur le conseiller. Youssouf est conseiller spécial du président Kaberuka et l'ancien Premier ministre du Burkina Faso. Bonjour et bienvenue. Monsieur le Président Camara, continuez. Je reviens à notre cher policier. Il y a quand même une vieille lune française, j'allais dire, et je vais le taquiner. Nous avons l'impression que lorsque nous allons demander un visa d'entrée, il y a cette vieille lune qui veut que derrière chaque demandeur de visa, il y a un émigré potentiel. Ce n'est pas le cas. Un chef d'entreprise ne va pas demander un visa pour émigrer en France. Il demande un visa pour peut-être aller chercher soit un partenaire ou aller acheter des équipements. Alors, la bonne nouvelle pour nous, je parle au plan africain ou sénégalais, c'est qu'en définitive, cet état d'esprit nous a amenés à diversifier nos relations et à aller voir d'autres horizons. Et c'est ça qui fait qu'une femme ou un jeune aujourd'hui qui veut acheter des équipements pour monter une petite entreprise pensera d'abord à aller en Chine ou aller en Inde en ayant facilement un visa de transit par Dubaï plutôt que de prendre Air France et d'aller à Paris. Oui, c'est ce qu'évoquait... C'est un manque à gagner pour la France. Vous voulez répondre, Émile? Je ne sais pas si je peux répondre, mais le jour, sans être taquin donc, mais si le jour arrive où il n'y a plus de visa sollicité, c'est que nous vivrons dans un monde meilleur et nous serons très heureux d'appliquer cette réglementation. Mais comme je le remarquais tout à l'heure, il y a beaucoup de zones déjà de la francophonie dans lesquelles il y a une liberté de circulation. Oui, c'est vrai, il y a la CEDEAO, je crois, où 16 pays peuvent déjà... Il y a 16 nationalités qui peuvent circuler librement. On circule avec une carte d'identité nationale. On n'a pas besoin de passeport, ni de visa. Alors, au-delà de ces aspects de visa, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, et on a bien compris les contraintes, et on a bien compris que les choses progressent, mais qu'elles ne peuvent pas non plus se déclencher en 2 minutes,
Quels sont aujourd'hui, en matière de réforme, en matière de droit du travail, en matière de cadre juridique, Monsieur le Président Kama, et puis je demanderai ensuite à mon frère Youssouf de compléter, puisque la Banque africaine de développement a une vision, on va dire, panafricaine. Quels sont aujourd'hui les progrès qu'il faut faire, ou qu'il faudrait faire, ou qui ont été récemment accomplis, qui peuvent permettre une meilleure intégration économique en zone francophone? Écoutez, je pense que le thème qui nous réunit soulève la question, j'allais dire, de la mobilité. Mobilité des personnes, mais mobilité des biens, des services, des investissements. Et naturellement, le cadre juridique constitue un élément de sécurisation des risques que prennent les entrepreneurs ou les investisseurs. Et forcément, je pense que nous sommes tous d'accord que l'OHADA constitue déjà un jalon très important sur le plan juridique pour permettre au moins j'allais dire, de normaliser les activités. Il n'en demeure pas moins que nous devons aussi continuer à faire les réformes nécessaires par rapport à la consolidation de l'OHADA et surtout aussi à une formation des chefs d'entreprise, à une formation des administrateurs dans toutes ces sociétés, qu'elles soient publiques ou privées, pour justement que la gouvernance et la transparence soient aussi au cœur de la gestion des entreprises. Ce cadre juridique posé, il faut aussi que nous regardions en termes de réforme, puisque c'est votre question, qu'est-ce qui permet de débloquer un peu les investissements et de faire en sorte que les activités puissent se démultiplier. Au Sénégal, c'est l'exemple que je connais le plus. Au-delà de notre appartenance à une région économique, qu'elle soit UEMOA ou CEDEAO, avec tous les changements qui sont en train de s'opérer en direction de la régionalisation, nous avons travaillé, et vraiment, je dois dire, de concert avec l'État, je l'ai dit tout à l'heure, pour mettre en œuvre des réformes très importantes, non seulement pour l'environnement des affaires, pour l'environnement juridique, mais aussi des réformes pour toucher à la question des facteurs de production. Je pense notamment, au-delà des réformes qui ont permis au Sénégal d'arriver aujourd'hui dans le top 10, ou j'allais dire le top 5. Il faut bien qu'on parle anglais dans une enceinte francophone, je suis désolé, mais... Les jeunes francophones nous comprennent désormais ils nous comprennent désormais comme ça. C'est clair qu'il y a encore des chantiers à ouvrir. Et sur ce plan-là, je dirais que sur le plan du droit du travail, sur le plan des lois sociales, nous avons des progrès à faire pour justement que cette mobilité dont nous parlons puisse être un des éléments phares. Mobilité et flexibilité doivent constituer la réponse complémentaire au cadre de production, au cadre des activités, au cadre des services. Mon frère Youssouf, Monsieur le Ministre, vous qui avez une institution qui est au cœur d'une institution qui couvre les 54 pays, qui investissait partout sur le continent, deux petites questions. Est-ce que vous pensez réaliste qu'un jour, il y ait, pour les chefs d'entreprise, pour les PME, une carte francophone, si je puis dire, économique, comme il y a dans la région APEC, l'Asie-Pacifique, une carte qui désormais vous permet, quand vous êtes un chef d'entreprise de toute taille, de cette région Asie-Pacifique, qui est énorme, qui va des États-Unis à la Chine, en passant par le Vietnam, l'Amérique latine, les pays d'Amérique latine qui ont une côte commune au Pacifique, de passer les frontières très rapidement, avec même un guichet unique APEC. Est-ce que ça, c'est réaliste? Est-ce que vous l'encouragez? Est-ce que c'est une recommandation que vous faites? Et deuxièmement, quelle est, pour poser la même question que j'ai proposée au président Kama, qu'est-ce qu'il faudrait faire en termes de cadre juridique pour faciliter la circulation des affaires, tout simplement, dans l'espace francophone? Merci bien. En venant à ce débat, je me suis demandé qu'est-ce que vous cherchez finalement. Parce que si c'est pour le cadre juridique, il y a déjà des cadres juridiques établis. Si c'est pour des réglementations ou des incitations, elles sont déjà établies. La question... Mais est-ce qu'elles sont appliquées? J'arrive. La question que vous avez posée est pertinente. Laissez-les circuler. Mais c'est qu'on ne les laisse pas circuler. Est-ce que nous sommes venus ici pour parler franchement ou bien... Ah oui, il n'y a pas de langue de bois, là. Faire une langue de bois, et puis chacun retourne chez lui.
on subit les mêmes humiliations, on fait des queues interminables devant certaines ambassades, on est refusé, et puis il n'y a plus rien. Si c'est ça, ce n'est pas la peine. Mais ce que je dis, c'est que on ne peut pas continuer avec ce schéma. Si on n'a pas de bons modèles, on ne peut pas répondre aux questions, aux nouvelles qui sont posées. Cette francophonie, c'est un espace dans lequel, effectivement, il y a un certain nombre d'États dans 2-3 régions, comme la banque elle-même. Et là, je complète ce que vous avez dit, parce que la banque comprend les 54 États africains, plus 27 autres qui sont des pays qui coopèrent avec l'Afrique et que nous appelons les États membres non régionaux, la région étant l'Afrique. Mais vous noterez qu'en réalité, il n'y a pas eu de progrès. On a proposé un visa francophone. Est-ce que c'est difficile vraiment? Est-ce que vraiment c'est difficile de mettre en place un visa francophone? De quoi a-t-on peur finalement? La sécurité, oui, c'est normal. On sait que ce matin, j'étais heureux, et puis même hier, de passer le poste de péage. On ne nous a pas arrêtés, on a dit passer. Parce que c'est une facilitation qui a été accordée pour venir à ce forum. Mais je me dis que si l'Afrique est aujourd'hui au cœur de cette francophonie, et si on veut que ça continue de l'être, alors il va falloir faire quelque chose. Parce qu'en ce moment, si on ne le fait pas, il ne faut pas être étonné que les Africains se retournent ailleurs. Et la tendance actuelle... Non. Je suis heureux de... Bon, vous m'avez posé la question, moi je vous réponds, je pense que... Franchement, comme à votre habitude. Si ce n'est pas pour se parler franchement... C'est pour ça qu'on vous a invité, Youssouf. Non, c'est très bien, monsieur Richard Attias, moi je vous aime beaucoup, et vous faites un travail formidable, moi je vous félicite, mais je dis qu'il n'y a pas de volonté politique qu'il faut pour aller en avant dans cette... Où est-ce qu'il n'y a pas la volonté? De quel côté il n'y a pas la volonté? Allons jusqu'au bout des choses. L'espace francophone, c'est le Canada, c'est la France, c'est la Suisse, c'est la Belgique, c'est l'Afrique francophone, c'est quelques pays en Asie. Les États du nord de la francophonie ont du travail à faire. C'est clair que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Allez dans les ambassades de ces pays-là, voir comment les gens... Non, mais je sais, je suis marocain, je balade avec 50 visas et des cartes de séjour. Écoutez, moi je comprends qu'il faut un contrôle aux frontières pour des questions de sécurité. Même dans nos espaces économiques intégrés, que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'Union du Maghreb arabe, que ce soit la Communauté économique d'Afrique centrale ou la South African Development Economic en Afrique australe, etc. Oui, c'est normal qu'il y ait des points de contrôle de sécurité parce qu'on a vu dans des endroits où, en Somalie, les femmes couvertes avec les chadors, en fait, c'était des terroristes qui sont allés exploser une cérémonie comme celle-là, où il y a eu beaucoup de personnes qui ont été tuées. Donc, ça veut dire qu'il faut contrôler, mais le contrôle ne doit pas être l'objectif final, parce qu'aujourd'hui, l'impression que nous autres du Sud, nous avons, c'est que le Nord a mis sa barrière, a élevé les murs de telle sorte qu'on est obligé de mourir dans la Méditerranée. Et ça, c'est pas bon. Et ça, non, je vous dis que, non, ne soyez pas étonnés, on se parle franchement ici entre gens de bonne volonté, ne soyez pas vraiment étonnés qu'aujourd'hui, la plupart des étudiants ne vont plus en France. On ne va plus en France, même le Canada donne plus de facilité, les États-Unis donnent plus de facilité, la Chine donne plus de facilité, même la Turquie qui vient de s'implanter actuellement donne plus de facilité. Mais je dis ça, ce n'est pas dans un sens négatif. Je dis ça parce que si nous sommes en famille, il faut se conseiller mutuellement. On dit souvent que quand on conseille la poule, il faut conseiller le renard et réciproquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Qui est la poule, qui est le renard? Aujourd'hui... Émile, vous allez répondre à cette question. Hein, Aujourd'hui, il y a que... Hier, j'étais au débat ici, j'ai suivi le débat. La tendance que j'ai dégagée du débat d'hier, c'est que, oui, d'une manière générale, les Occidentaux ont peur de la percée des pays émergents, dont la Chine en Afrique. C'est vrai que la Chine pénètre même dans le marché européen.
quand vous regardez la plupart des produits, il y a très peu de produits où il n'y a pas de composantes chinoises. Et comment voulez-vous ne pas être pénétré par 1,5 milliard d'individus? Maintenant, soyons constructifs. Moi, je souhaiterais que, par exemple, cette discussion débouche sur une proposition concrète en disant que, effectivement, on va travailler, aller vers quelque chose de tangible, de concret, de facilité. C'est possible de le faire. Les étudiants qui vont en France, au Canada, étudier, mais ils reviennent avec une partie de la culture de ces pays. Donc, en fait, ils sont inculturés. Absolument. Mais de plus en plus, les gens, ils vont vous faire ni hao, ils vont aller en Chine, ils vont aller ailleurs. Non, mais c'est ça. Donc, Émile, comment vous réagissez à ça? Je suis désolé, on ne peut pas éluder cette question des visas. Elle revient systématiquement. Elle revient systématiquement, et le discours que vous adressez, adressez-le aux législateurs. Adressez-le à ceux qui font les lois, à ceux qui font les règlements. Ne l'adressez pas à ceux qui les appliquent et qui essayent parallèlement de créer pour vous tous, que vous soyez étudiant, que vous soyez chef d'entreprise, un environnement dans lequel le commerce, entre guillemets, a besoin de sécurité. Le commerce illicite n'a pas besoin de sécurité. Le commerce traditionnel a besoin de sécurité. Et ce que nous faisons, nous, en tant que policiers, je suis là en tant que policier, je ne suis pas là en tant que représentant de tel gouvernement ou de tel ministère. Mais en tant que policier, je peux vous dire que nous essayons avec nos partenaires, policiers, gendarmes, pompiers, etc., ici au Sénégal, mais dans tous les pays de la zone, de créer un environnement sécuritaire favorable à vos activités. Nous essayons, nous avons monté cela en 2008 au sein de la direction de la coopération internationale, d'accompagner les entreprises dans la promotion de leur technologie, dans leur meilleure appréhension de la situation sécuritaire d'un pays. Nous essayons donc de faire en sorte que votre action, qu'elle soit commerciale ou qu'elle soit universitaire, puisse se dérouler favorablement. Je ne pense pas que la pression vienne uniquement des pays du Sud pour ce qui concerne l'Europe et les pays occidentaux. Elle vient également de l'Est, elle vient d'un peu partout aujourd'hui. Et il n'y a pas de stigmatisation de notre part. Ce que nous avons fait en créant par exemple Francopole. Francopole, c'est un réseau qui appartient maintenant à la francophonie, un peu tardivement comme l'économie. Le président Diouf le disait hier, c'est assez paradoxal de constater que et l'économie et la sécurité sont les derniers secteurs qui arrivent dans la francophonie, mais c'est bien qu'ils arrivent désormais. Ce que nous essayons de faire avec Francopole, c'est de partager des expériences, de partager des formations, de partager une activité et de créer des corpus et de solliciter des corpus nouveaux d'application de la loi. Ce qui nous permettra de mieux faire notre travail pour vous protéger, pour vous accompagner dans vos activités qui, je plaisantais tout à l'heure en introduction, mais qui sont des activités nécessaires à toute vie en société. Non, Émile, oui. Merci infiniment parce que il faut le souligner, la collaboration et l'étroite vraiment coopération que vous avez eue avec les autorités sénégalaises nous ont permis, il faut le reconnaître, et je pense vraiment qu'il mérite d'être applaudi, de tenir le sommet des chefs d'État dans une sécurité exceptionnelle et dans une souplesse magnifique. Et ce n'est pas tous les jours. Merci beaucoup, Émile. Merci à nos collègues. C'est sincère, hein, parce que nous avions très peur de la contrainte, et nous savons qu'il faut sécuriser. Je peux vous dire, je vis aux États-Unis, malheureusement, et il faut aussi que ça se dise, le drame du marathon, l'attentat du marathon de Boston, s'est fait par deux personnes qui étaient des faux étudiants et qui malheureusement sont rentrés dans le pays avec des faux visas d'étudiants, et on sait le drame que ça a connu. Donc nous vivons dans un monde complexe et c'est vrai qu'il faut trouver le bon équilibre entre ce que notre ami Youssouf dit, ce que vous évoquez. Et Président Kaba, vous voulez réagir? J'aimerais vite qu'on ouvre des questions à la salle. Juste très rapidement, parce que je ne voudrais pas aussi que notre débat se concentre uniquement sur la question des visas. Absolument, mais c'est le temps qui manque. Je vous en prie. Nous parlons aussi très concrètement de mobilité, d'échange, de circulation. Or, il me paraît plus important, moi, de considérer que lorsque j'exporte mes produits fabriqués en Afrique, dans mon pays, et que je me heurte à des barrières non tarifaires de la part
de l'Europe, cela m'adresse plus que la question des visas. Les visas, absolument. Parce que je crée des emplois derrière moi, j'ai des populations qui vivent de ce que je produis, et si je ne vends pas mes produits en Europe, je pense que ce sont ces questions-là qu'il faudrait aussi mettre au centre de la francophonie. La question des visas, je le dis, c'est très bien, mais heureusement, si on me ferme la porte ici, mais je vais ailleurs. Ensuite, un pays peut appliquer une réciprocité. Donc, si les francophones décident d'appliquer des réciprocités en matière de visa, ce sera un jeu à somme nulle. Si nous décidons par contre, peut-être d'un visa francophone, même si pour moi ça n'a pas une résonance, quand on est dans la mondialisation, on cherche à vendre partout. On cherche à aller partout, on va chercher la technologie, le savoir-faire, partout où ça se trouve. Alors ne nous laissons pas ligoter aussi par la question d'une relation trop exclusive dans le monde francophone. C'est mon point de vue. Parfait. 5 questions brèves, s'il vous plaît. Vraiment questions brèves et pas de contribution ou de déclaration. On a vraiment envie d'écouter nos amis. Mademoiselle au 4e ou 5e rang qui a levé la main, si vous voulez préciser à qui vous adressez votre question. Allez-y, je vous en prie. Bonjour tout le monde. Bonjour chères autorités. Moi c'est Khadija Mbodj, étudiante à ma première année de formation en management international marketing à l'ISM Dakar. Si vous pouvez rapprocher le micro de votre bouche, s'il vous plaît, merci. Merci. Par ma voix, nous étudiants vous remercions d'avoir été conviés à ce premier forum économique de la francophonie. J'aimerais adresser ma question à vous-même, monsieur. Parce que tantôt vous avez parlé de visa francophone et vous avez rajouté le mot utopie, qui est un rêve irréalisable. Je me demande pourquoi utopie? C'est comme si c'était un blocage. Je pense que l'Afrique est en train de prouver qu'elle mérite cela. Parce que comparer l'Afrique d'avant et d'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements. Ça, tout le monde le reconnaît. Et je suis persuadée que notre chère Afrique mérite cela. Il suffit juste de rejoindre l'idée de Madame la ministre Khoudiambaye, qui nous a précédemment parlé de mutualiser les connaissances pour faire de notre continent le centre de gravité du monde. Mesdames et messieurs, je vous remercie. C'était ma question. Merci, mademoiselle. Je vais juste répondre rapidement, puisque vous me l'adressez directement. Mon rôle à moi, il est de poser des questions. Donc, il est normal que je sois provocateur en demandant si c'est une utopie. Je crois que vous avez eu des éléments de réponse. Moi aussi, d'habitude, mon rôle, c'est de poser des questions. On appelle ça un interrogatoire. Absolument, mais je ne serai pas en garde à vue aujourd'hui. Monsieur, je vous en prie. Numéro 3. Merci beaucoup. Je suis Seydina Tandian. Je suis directeur général de West Africa Rating Agency, qui est une agence de notation financière présente à Dakar, Abidjan et Ouagadougou. Je voudrais faire une contribution au risque de vous contrarier, M. Akias. Oui, parce que c'est le temps qui manque et du coup, vous empêchez d'autres amis de poser des questions. Oui, mais je trouve qu'on a trop parlé de visa, alors que nous pourrions adresser certaines questions importantes, notamment celles des investissements. Notre métier, c'est le risque, et c'est sur ce point que je voudrais faire une petite contribution. Vous savez, le président de la République hier a dit que le risque politique n'existait pas, que les États africains payaient leurs dettes de toute façon, que ce risque politique a été créé pour, en réalité, renchérir le taux des emprunts des États. Et voilà. Aujourd'hui, il est question d'investissement. Je crois que c'est le moment... On a une session spéciale sur les investissements tout à l'heure. C'est le moment peut-être d'aborder cette question en présence du secteur privé sénégalais et dans la perspective de cette charte, parce que j'ai l'impression que ce premier forum économique de la francophonie qui se cherche a besoin de se structurer. Et c'est sur ce point-là que je voudrais juste émettre une idée. Elle est la suivante. Je crois que depuis hier, toutes les questions que nous abordons aujourd'hui posent en filigrane la question de la solidarité et celle de la mutualité. Est-ce que la francophonie économique peut être une zone suffisamment attrayante? Parce qu'avec les problèmes du monde d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous concentrer dans nos propres problèmes. Nous devons être attrayants pour les autres zones si nous voulons exister. Si la francophonie économique veut exister, elle doit être attrayante pour les autres. Et de ce point de vue-là, est-ce qu'on peut accepter l'idée de cette mutualité, notamment lorsqu'il s'agit de la dette souveraine des États, par exemple, et c'est là ma proposition. Vous savez que la Tunisie, État membre de la francophonie, a émis le premier emprunt samouraï, qui était garanti par le Japon, qui lui a permis de lever sur 7 ans près d'$1 milliard à environ 1,26%.
Est-ce qu'on peut admettre aujourd'hui que cette mutualité prenne corps dans l'espace francophone, par exemple, pour permettre que ces emprunts puissent être émis par certains États, évidemment garantis par d'autres, qui ont un risque souverain meilleur, qui puissent nous parvenir, qui puissent permettre, par exemple, au plan Sénégal émergent de se financer à des taux défiant toute concurrence. Aujourd'hui, sur les marchés internationaux, le Sénégal se finance autour de 8%. Si le Luxembourg, la Belgique, la France jouaient cette mutualité dans l'espace francophone, cela nous permettrait d'améliorer le risque de crédit. Voilà la proposition concrète que je voulais faire. On a compris. Merci. Monsieur l'extrême droite, voilà, avec la chemise jaune, s'il vous plaît. Si on peut donner un micro. Si vous voulez bien vous lever et poser votre question. Bonjour, je vais être bref et j'espère pertinent. Je suis Djibril Ndiaye, professeur de sciences politiques à l'ISM. Ce sont mes étudiants. Je suis très content d'être là avec eux. Et voilà, la question que j'ai, et bon, elle s'adresse à l'ensemble des panélistes. Est-ce qu'il serait légitime de voir un lien entre ce forum et les accords de partenariat avec l'Union européenne, notamment avec les pays francophones de l'Union européenne? Est-ce qu'il y aurait un lien? Merci. Entre, pardon, ce forum et on vous entend mal ici. Si on peut nous augmenter le son derrière, ce serait bien. Est-ce qu'il est légitime de penser qu'il y aurait un lien conditionnel entre le forum économique de la francophonie et l'exercice d'accords de partenariat avec l'Union européenne, notamment les pays francophones de l'Union européenne? Merci. OK. Une dernière question avant de laisser nos panélistes répondre. Mademoiselle. Bonjour à tous, je m'appelle Mam Ade Cissé, je suis élève en sciences politiques Madiba, première année. Ma question est adressée à M. Pérez, qui parlait plutôt de glocalisation ou globalisation. On vous avait dit que vous allez développer ça, mais par la suite, je n'ai pas entendu parler de tout ça. Je serais moins intéressée. Merci. Merci. Alors, M. Pérez, j'aimerais que vous répondiez brièvement à deux questions. La notion d'utopie, pas pour vous envoyer la balle sur l'épaule, mais je pense que ce sont plutôt les panélistes qui doivent répondre. Et la question sur la glocalisation. Après, j'aimerais que le président Kama réagisse à la notion de ce lien entre le Forum et l'Union européenne. Et puis peut-être, Youssouf, de répondre à l'aspect de la question financière, des investissements, voir comment est-ce qu'on peut faire que cette solidarité, cette mutualité fasse qu'entre pays francophones, on se finance plutôt que d'aller chercher des taux à 1,5% en Chine ou en Turquie. Oui, alors pour la glocalisation, j'essaye toujours de sortir d'un schéma qui est en train de nous plomber tous. Nous parlons systématiquement de mondialisation, nous parlons systématiquement de globalisation en pensant que cela se passe toujours ailleurs et qu'on ne peut rien faire. Et je veux parler à chaque fois de glocalisation parce que l'expression d'une réalité se situe toujours quelque part en termes de faits terroristes, de faits criminels, d'activités économiques, ça se passe toujours quelque part. Et ce que je veux dire en parlant de glocalisation, qui est ni un terme anglophone ni un terme francophone, c'est que l'on doit être prêt au niveau local à faire face à toutes les situations, qu'elles soient positives ou négatives. Et qu'on ne peut être prêt à faire face que si nous faisons face ensemble, y compris en mariant des mondes qui, depuis des siècles, se sont ignorés, voire opposés. Le monde du secteur public et le monde du secteur privé ont vécu dans des espaces séparés, clôturés, voire opposés. Donc la glocalisation, c'est un appel à travailler ensemble, alors que jusqu'à présent, on ne le faisait pas. À partir du moment où on a des hommes et des femmes de bonne volonté, on pourra le faire. Et ça rejoint votre interrogation sur l'utopie. Oui, c'est une utopie, mais une utopie, elle est encore plus belle quand elle devient réalité. Et le fait de rassembler aujourd'hui dans cette salle un forum économique dans le cadre de la francophonie, avec en plus un policier à l'intérieur, en fait nous sommes deux puisque notre représentant au Sénégal est ici présent, donc je me sens moins seul, participe à la création de schémas nouveaux, participe à la création d'une volonté nouvelle de travailler ensemble. Merci, Émile. Monsieur le Président.
Oui, sur la question des APE, bien évidemment, il y a un lien, mais c'est le genre de lien qu'il faut regarder sous l'angle de l'interpénétration de zones et d'activités. Les APE concernent une relation entre l'Afrique à travers ses représentations au plan régional et sous-régional et l'Europe. Mais forcément, si vous regardez la CEDEAO, vous êtes dans un cadre dans lequel vous avez des pays francophones et des pays anglophones. Si vous venez vers l'UEMOA, vous avez des pays francophones. Ça veut donc dire que les ensembles que nous constituons doivent peut-être se renforcer à travers justement cette relation avec le monde francophone pour pouvoir, disons, affronter cette réalité d'une concurrence qui sera quelque part inscrite dans ces APE. Et c'est là où, évidemment, nous avons le problème de la capacité de nos pays, à travers nos entreprises, à faire face demain à une ouverture de marché qui sera beaucoup plus globale que celle que nous aurions dans un cadre, j'allais dire, francophone. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste toujours pour dire, ne nous trompons pas, le monde francophone a son intérêt, a ses opportunités, mais aussi a ses limites. Et aujourd'hui, nous ne pouvons plus rester dans un cadre d'échange francophone, nous devons rester dans un cadre qui s'ouvre au monde. C'est la raison pour laquelle le lien, c'est solidarité et peut-être mutualisation de nos ressources et renforcement de capacités au sein du monde francophone, mais en même temps, être prêt à affronter une concurrence qui, dans les 10, 15 ans, 20 ans à venir, devrait positionner des entreprises sénégalaises, africaines, sur ce schéma. Et je termine en disant aussi que cela va poser aussi le problème du rôle du secteur privé national, du secteur privé local, dans cette problématique de la relation avec le Nord, de la relation avec des ensembles dans lesquels les atouts dont nous disposons peuvent paraître relativement faibles en termes de capacité, et la francophonie aussi devrait pouvoir apporter une certaine dimension d'appui à cela. Monsieur le ministre, Monsieur Youssouf, est-ce qu'on peut imaginer, dans les 12 mois qui viennent, 18 mois qui viennent, dans nos échéances, de trouver des financements en francophonie aussi compétitifs que ceux que l'on trouve en Chine, en Turquie? Oui, bien sûr, on peut. Les financements existent. Pour dire la vérité, il n'y a pas de problème de financement. Il y a assez de ressources financières aujourd'hui pour développer l'économie mondiale, africaine. Il ne faut pas peut-être penser que ces financements devraient venir de la francophonie. Je crois que le prisme de ne regarder que la francophonie, de mon point de vue, serait un prisme réducteur. Nous sommes dans une zone où nous voulons, parce qu'il y a une communauté de langues, travailler à une stratégie pour peser dans le monde, pour parvenir à mieux influencer les régulations qui sont nécessaires aujourd'hui pour un monde meilleur. Ça, c'est vrai. Mais on ne peut pas opposer francophonie à globalisation. Au contraire, il faut que la francophonie soit un élément pédagogique pour aller dans la mondialisation, y compris les pays d'Afrique, y compris les autres pays de la francophonie. Donc je pense que pour ce qui concerne les financements, pour nous, Banque africaine de développement, il n'y a pas de difficulté. Ce qu'il faut, c'est trouver des projets qui sont bien faits, comme on dit projets bancables. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle la Banque, nous avons lancé le Fonds Afrique 50. Ce Fonds Afrique 50 qu'on a voulu comme étant la manifestation de la reconnaissance du cinquantenaire des indépendants des États africains, c'est pour dire quoi? Pour dire que l'Afrique a fait des efforts, elle a beaucoup travaillé, elle a fait des réformes. Aujourd'hui, vous allez dans tous les pays, beaucoup d'infrastructures. 60% de notre propre portefeuille sur 9 milliards qu'on met chaque année sur l'Afrique sont réservés aux infrastructures. Mais c'est pour dire aussi qu'il faut qu'on continue parce que l'Afrique a un besoin net de 100 milliards de dollars par an pendant au moins une décennie pour couvrir son retard en matière d'infrastructures. Et sans ces infrastructures, il n'est pas possible d'être compétitif dans l'économie mondiale. Et nous avons créé ce fonds pour dire que oui, même si on reconnaît que bon an, mal an,
on peut mobiliser 50 milliards, il reste encore 50 milliards qu'il faut mobiliser. Mais nous pensons, et nous voulons le faire d'abord avec les capacités des Africains. Avec les capacités des Africains. Il y a des fonds de pension, et je viens de Casablanca, d'ailleurs, il y a 2 jours, à la Casablanca Finance City, où nous avons logé ce fonds Afrique 50. Parce que nous voulons l'émergence d'un marché financier. S'il y a un marché financier, les petites entreprises dont parlait le président Macky Sall hier, les toutes petites entreprises trouveront les moyens d'être financées. Nous n'avons pas besoin d'aller tendre la main à qui que ce soit. Nous avons aujourd'hui en Afrique les capacités endogènes de créer et la dynamique de gouvernance et la dynamique de financement, ce qui ne veut pas exclure d'autres partenariats, d'ailleurs, où nous sommes avec un autre type de motivation pour montrer que l'Afrique aujourd'hui est capable de coopérer avec le reste du monde. Mais si vous me permettez, je termine avec ça. Brièvement, s'il vous plaît. Ce que je voulais dire, c'est que si nous sommes réunis ici, dans le cadre de ce 15e sommet, c'est parce que nous sommes animés d'une volonté de consolider cette famille. Parce que cette famille, elle a des particularités. Et ces particularités ont été soulignées. Et je remercie beaucoup Pérez. Mais ce n'est pas à lui. Quand je parle de volonté politique, il s'agit des dirigeants. C'est normal, chacun fait son travail. Le policier, le gendarme qui était à la porte, quand je voulais fumer mon cigare, m'a laissé sortir et rentrer parce qu'il m'a reconnu. Mais c'est quelqu'un qui est venu après, qui voulait passer par là, il lui a dit non, il faut aller passer par l'autre côté. C'est normal, chacun fait son travail. Mais il faut donner les bonnes règles et créer les motivations politiques qui permettent de montrer que dans cet espace, on se reconnaît un peu mieux, on s'accepte un peu mieux, et comme ça, on travaillera mieux ensemble. Sinon, je pense que petit à petit, la désagrégation économique de la francophonie est en train de se mettre en marche. Merci, Voilà. Monsieur le ministre. Mieux se connaître pour mieux travailler, ce sera le mot de la fin de ce débat. Merci infiniment, messieurs. Merci Émile Pérez, merci Mansour Kama, merci Youssouf Oudréaogo pour votre contribution. Mérite qu'on les applaudisse et qu'on passe tout de suite à notre prochain débat.